Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est très content de vous retrouver pour ce petit dimanche soir et notre première analyse de marché. On va retrouver Maël qui va débuter avec les actualités et le patron William qui va faire analyse technique. Je te laisse la parole, Maël. Yes, salut tout le monde. Écoutez, on va faire un petit point on va faire un tour de l'actualité de la semaine. On vous a sélectionné 5 actualités. Alors bien entendu, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées cette semaine, mais on vous fait un petit tour des 5 actualités assez marquantes. La première, c'est la Société Générale Forge qui a réalisé donc sa première transaction d'emprunt en stablecoin, donc avec le stablecoin DAI, sur la DeFi. Donc il faut savoir que Forge, c'est la branche innovation, donc c'est la filiale innovation de la Société Générale. Et donc voilà, donc c'est très intéressant là-dessus. Et puis on voit quand même une première institution qui commence un peu à naviguer dans la DeFi, donc c'est assez intéressant. L'information donc a été confirmée par le chargé de la gestion actif-passif chez MakerDAO, qui a justement validé cette transaction. Et pour se remettre un peu dans le contexte, je crois que c'était le 16, je suis en train de chercher, mais je crois que c'était le 16 juillet dernier. Donc, ta communauté de MakerDAO je suis en train de regarder, voilà, c'est ça, c'est le 16 juillet dernier, tu as la communauté de MakerDAO qui avait voté en faveur d'une collaboration avec la Société Générale, qui justement impliquait la création de donc, ce qu'ils appellent d'un coffre-fort et qui permettrait justement à la Société Générale Forge d'emprunter jusqu'à 30 millions de dollars en stablecoin DAI. Il faut savoir que c'est un emprunt c'est un emprunt qui est sécurisé avec justement ce qu'ils appellent des OHF, donc des OHF qui est le token Forge qui est présent sur la blockchain Ethereum. Et donc ce sont des obligations sécurisées d'une valeur, je crois, qui va jusqu'à 40 millions d'euros et qui est adossé à des prêts immobiliers en France bénéficiant d'un classement AAA. Donc voilà, donc c'est la note maximale. Donc ça, c'est vraiment une très très grosse news. Ensuite, on enchaîne, c'est sur le partenariat donc Avalanche et Amazon. Bon, on a remarqué justement que le AVAX donc, a pris, je crois, c'était 32% euh, à- grâce justement 41 même. 41%. Ok, ah, bah, tu vois, encore plus J'ai que. j'ai Bubble qui est ouvert. Donc voilà, donc c'est Avalanche, donc c'est Avalabs, donc c'est la société qui est en charge d'Avalanche, qui a annoncé ce partenariat donc avec la Amazon Web Services, donc AWS, pour justement accélérer l'adoption de la blockchain aux clients de la plateforme, justement d'Amazon. Donc voilà, ça a été confirmé par Avalanche sur leur compte Twitter le 11 janvier, donc en début de semaine. Et donc l'objectif, c'est d'accélérer l'adoption de la blockchain par les entreprises, les institutions et les gouvernements. Donc voilà, énorme news. En gros, pour expliquer rapidement, grâce à ce partenariat, Amazon Web Services va désormais prendre en charge l'écosystème Avalanche et l'intégralité de ses applications décentralisées. Donc ça veut dire qu'un client d'AWS, il pourra déployer un nœud sur la blockchain Avalanche en quelques minutes et le connecter au réseau. Donc c'est quand même une belle évolution. Ensuite, une nouvelle un peu plus négative, mais bon, on sait que le marché des cryptos ne va pas très bien ces temps-ci, c'est qu'il y a eu pas mal de licenciements au niveau des exchanges. Donc il y a crypto.com qui a licencié 20% de son personnel. Coinbase a aussi annoncé un licenciement de 20% de son personnel et Jesse m'a même fait savoir en début de live que Kraken, eux, licenciaient jusqu'à 30% de ses effectifs. C'est ça. Donc voilà, hein, tout Mais CZ, lui, il embauche. Il est au-dessus. exactement. Binance continue d'embaucher. Ils ont des stratégies différentes, ce qui leur permet d'avoir un peu plus de fonds. Ensuite, on peut basculer donc sur une news qui est pas mal pour l'écosystème crypto français, puisque c'est CryptoSimple, donc CryptoSimple qui est une startup française qui a levé 1 million, levé 1 million d'euros pour ses applications. Pour faire simple, CryptoSimple, alors c'est vraiment comme son nom l'indique, c'est vraiment pour les personnes qui s'y connaissent pas beaucoup en crypto-monnaie. On vous donne
on vous donne la possibilité d'investir régulièrement et très simplement. Et en fait, ils utilisent une stratégie qui est très connue, qui s'appelle le DCA, donc le dollar cost average. Averaging. Exactement, merci. Avec l'accent, c'était pas top. En gros, en fait la stratégie, elle consiste à générer donc des rendements à long terme et vous lissez votre investissement pour justement un peu faire face à la volatilité du marché, que ce soit à court ou moyen terme. Donc tous les mois, vous allez mettre une partie d'investissement, ça peut être 50, 100 euros sur différentes cryptos, ce qui va vous permettre vraiment de lisser vos investissements. Donc voilà, je ferme juste mon WhatsApp. Et la dernière news, elle nous sort de elle sort de Chain Analysis. Chain Analysis, pour se remettre dans le contexte, c'est un des leaders en termes de data sur la crypto-monnaie. Ils font souvent des rapports et ils ont souvent des études sur différents sujets. Et donc là, la dernière étude qui vient de sortir, c'est qu'ils ont remarqué que les transactions illicites en crypto-monnaie représentent 0,24% du volume en 2022, ce qui équivaut à une transaction sur 416. Je pense que cette donnée est assez importante à être mise en avant, puisqu'on sait que pas mal de personnes, des crypto-sceptiques, on va dire que c'est un de leurs faux arguments de dire que la crypto, justement, permet le blanchiment d'argent et les transactions illégales. Le rapport nous prouve juste que ce n'est pas du tout le cas, qu'il y en a, mais comme dans la finance traditionnelle, enfin on va dire que les transactions illicites, il y en a un peu partout, mais on remarque qu'en crypto-monnaie, le volume reste quand même extrêmement bas. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ces chiffres, en fait, c'est que vu la transparence qu'apportent les blockchains, notamment en fait en termes de traçabilité de transactions, etc., c'est beaucoup plus facile en fait de tracer ce genre de choses. Si maintenant vous avez un scam qui est en cours d'une personne sur une autre base, une autre communauté en fait de personnes, c'est assez facile en fait de tracer les fonds, justement grâce à la transparence sur la blockchain, et ensuite du coup de déterminer en fait quelles transactions ont été frauduleuses ou non. Sachant que là dans l'article il précise bien que ça fait depuis 2019 que ce chiffre a été en constante baisse, sauf du coup en 2022, ce chiffre a été en hausse. Et justement, en fait, c'est surtout avec la croissance de tout ce qui est scam et des choses comme ça qui ont été réalisées. Voilà, par exemple, vous ouvrez votre portefeuille MetaMask, vous allez sur le site officiel de MetaMask, vous pensez y être, et en fait, vous n'êtes pas sur le site officiel, vous téléchargez un mauvais MetaMask, et puis ça peut aller assez vite, et du coup, tout ce genre de choses sont comptabilisées. Et, euh, et forcément, ça risque de s'accroître avec le temps. Donc la crypto, faut juste faire attention et c'est pourquoi on parle aussi beaucoup d'hygiène de navigation. Et il y a un autre scam qui est en train, qui a pas mal évolué, c'est des petites transactions qu'on vous envoie de manière anonyme pour que vous copiez-coller les adresses. Et en fait, elles sont fausses. Et quand vous voulez faire des transferts entre vos comptes, vous vous faites arnaquer. Donc vérifiez bien les chiffres. C'est long, fastidieux, mais il faut à chaque fois les vérifier. Exactement. Et quand tu parles de ça, Jessie, on a justement, je pense qu'on parle de du nouveau scam qui est sorti, c'est qu'il faut faire très attention parce que d'habitude, on vérifie les chiffres devant et derrière, mais jamais au Pas au milieu. milieu. Et justement, ce scam ben, remplace juste les chiffres au milieu, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se font avoir. Donc tu fais bien de le préciser. Voilà pour le petit tour de news. Je sais pas s'il y avait encore quelque chose à rajouter pour cette semaine. Non, sur les points marquants, c'était surtout ça. Après, toi, Jessie, tu voulais peut-être encore parler, tu parlais d'FTX tout à l'heure. Tu veux peut-être encore finir Non, l'épisode. Ouf, non, FTX, je pense, la saga FTX c'est aux oubliettes. aux oubliettes. Il y a juste, avec FTX, c'est un petit peu en train de bouger parce qu'ils ont levé ils ont récupéré 5 milliards et en gros, tu pourras récupérer 15% de tes fonds et puis là, ils essayent de se faire acheter des petites enseignes un peu par-ci par-là et c'est pour ça que là, le token, il est en train de monter. Mais restez prudent et n'y mettez pas les pieds. C'est absolument pas un conseil, hein, bien au contraire. Mmh. On voit au final que le nouveau PDG, John Ray, qui est surnommé le Bulldog, on voit quand même que pour l'instant, que son travail porte ses fruits. Il faut savoir que c'est Ah, une personne qui est spécialisée justement dans la reprise des entreprises. C'est ça, il reprend les entreprises en faillite
et il arrive justement à trouver de l'argent là où les gens avant n'arrivaient pas à en trouver pour au moins augmenter. Alors bien entendu, les gens ne sont jamais remboursés à 100%, mais il arrive justement à augmenter un peu les fonds pour rembourser le plus possible. Je crois qu'il y avait quelque chose, il avait son fait le plus marquant, c'était une des actions où les personnes devaient récupérer 0,10 centimes, ils avaient récupéré 0,4 centimes, ce qui est juste énorme, quoi. Ouais, c'est ça. Bon et ça marche bien puisque là, William, il va me tuer, mais le jeton vient de faire 143% quand même. Je veux rien savoir de ce genre de token. C'est vraiment de la merde. Bon, euh, on fait quoi? On passe aux analyses techniques? Je pense que ça peut être pas mal. Il y a pas mal de Let's choses à go. dire cette semaine. Ouais, c'est bon, ça vous va? Super. Parfait. Bon, on va commencer avec le roi BTC. Alors, le roi BTC. Donc, déjà bonjour à tous. J'ai pas dit bonjour encore. J'espère que vous avez passé On une te bonne présente, semaine. on Et on puis, te présente plus et tout le monde te connaît. alors, ok, du coup, on va parler un petit peu en fait tous les dimanches, on fera un petit live en fait, de récap de marché, ce qui s'est passé, euh, ce qui pourrait éventuellement peut-être se passer aussi la semaine prochaine, à voir en fonction de comment ça se passe, etc. Euh, on va faire un petit récap global du marché crypto. On va voir bah, forcément en fait le BTC, ce qui se passe au niveau d'Ethereum. Peut-être aussi du coup sélectionner un ou deux alts qu'on aime bien et qui ont bien performé ou bien sous-performé. Et puis peut-être aussi faire un tour, un comparatif par rapport avec les marchés en fait plus traditionnels à côté. Ça, on y revient un peu plus tard. Donc c'est vrai que si on avait commencé en fait un premier live sur les semaines avant là, il serait pas passé grand-chose. Mais bon, alors pour ceux qui sont complètement débutants novices, hein, voilà, du coup on est sur en fait un graphique de trading, hein. Donc là on travaille sur TradingView, qui est un fournisseur en fait de data, de trading en fait extrêmement important, que ce soit au niveau de la crypto, au niveau du stock market, donc marché des actions, au niveau des commodities, au niveau du forex, donc des marchés des devises. Euh, Bref, vraiment énormément en fait de data qui nous propose. Et du coup, après, vous pouvez faire, par exemple, à droite, vous pouvez faire vos petites listes. À droite, j'ai une liste de crypto. Si on change de liste, par exemple, moi, sur le Forex, on a en fait la liste des devises, etc. Et bon, bref, c'est bien pensé, c'est super pratique. Et si vous voulez en fait jeter un coup d'œil tous les 2, 3 jours, toutes les semaines, ou si vous êtes plus accro 2 fois par jour sur ce qui se passe au niveau des marchés, c'est super pratique. Et puis ils ont aussi une appli mobile où vous pouvez suivre l'évolution de vos actifs préférés. Et pour affiner juste pour les débutants, chaque bougie représente une temporalité. Donc là, il est en weekly, c'est-à-dire que chaque bougie représente une semaine. Et si vous voulez une analyse court terme, vous allez descendre au niveau de la temporalité. Et si vous voulez une vision un peu plus long terme, comme ce qu'on est en train de faire, on se met sur des high, je voulais dire en anglais, mais je vais rester en français, sur des temporalités plus élevées, HTF. Ouais, là par exemple j'ai un petit peu zoomé, du coup ce que vous voyez en fait en haut à gauche sur l'écran, là vous avez du coup les temporalités dont Jessie en fait a parlé. W c'est pour le weekly, donc c'est en semaine, c'est-à-dire que en fait là par exemple on prend la bougie rouge ici ce qui est affiché le lundi 7 novembre 2022, ça va correspondre du coup en fait à une temporalité en fait d'une semaine. Donc, à dire que cette bougie va décrire le mouvement du prix sur la semaine en question. Donc, sur une bougie, en fait, vous avez quatre choses caractéristiques. Vous avez du coup, enfin, là, vous avez deux, pardon, c'est une bougie en fait, elle est séparée en deux parties. Vous avez en fait le corps de la bougie et vous avez la mèche. Et dans ces deux parties, vous avez en tout quatre informations. C'est-à-dire que pour une bougie rouge, donc chez moi c'est paramétré comme ça, une bougie rouge, c'est une bougie où le prix en fait a été vu à la baisse sur la semaine. C'est-à-dire que du coup vous avez là ici le corps de la bougie, donc la partie haute, ça s'appelle l'ouverture de la semaine. Donc le marché il a ouvert aux alentours de 20 910 pour le BTC par rapport à l'USD. Ensuite, à la fin de la semaine, donc à la fin du corps de la bougie, la partie basse du corps de la bougie sur une bougie descendante sur une bougie rouge, le marché en fait a fermé à 16 300. Donc c'est-à-dire que début de semaine on est à 20 900, fin de la semaine 16 300. On prend une petite réglette juste à côté, on peut tracer
on peut tracer un petit pourcentage. Et là, on remarque que du coup, il y a une variation en fait de 21% par rapport au cours d'ouverture sur le cours de fermeture. Donc c'est assez énorme, il y avait une grosse volatilité sur cette semaine-là. Et ensuite, du coup, ce que je vous ai dit avant, c'est il y a le corps a bougé, mais il y a aussi les mèches. Et les mèches, du coup, ça va représenter en fait la variation sur toute la semaine. C'est-à-dire que maintenant, on prend une plus petite bougie, une petite bougie verte, c'est-à-dire que maintenant, comme vous avez compris, une bougie verte, c'est donc une bougie où, pendant laquelle en fait le prix a monté sur la semaine, c'est-à-dire qu'on prend la partie basse du corps de la bougie, le prix a commencé du coup début de semaine à 18 842 et s'est fermé, donc sur la partie haute du corps de la bougie, à 19 044. Et en fait, ce que vous voyez du coup ici, là, tac, on va juste changer ça, on va mettre ça, hop, tac. Ce que vous voyez en fait ici, la mèche en haut et la mèche basse, ça va représenter du coup en fait la variation du prix, pardon, ouais, la variation du prix de l'actif étudié La volatilité. sur la semaine. Autrement dit, la volatilité. Donc là, en fait, on remarque que, hop, pardon, on se remet dessus. Là, on remarque du coup que, en fait, le prix, si on prend la mèche partie basse, c'est-à-dire que pendant toute la semaine, en fait, ça, pardon, si je reprends enfin du début, c'est-à-dire que le prix d'ouverture a été à 18 809, le prix de fermeture a été à 19 061, et en fait, sur toute la semaine, ça variait entre 18 500 et 20 456. Donc c'est comme ça un petit peu qu'on fait pour lire le graphique, hein. Juste vraiment les informations de base au niveau de la bougie. Et pour terminer, juste une dernière question, est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a des bougies qui sont plus ou moins grandes, avec des corps plus ou moins importants, des mèches plus ou moins petites, et comment est-ce qu'on peut analyser et comprendre ces différentes variations? Bah, du coup, en fait, c'est ce que je disais en fait depuis avant, c'est que en fait là le corps de la bougie est extrêmement élevé parce que justement en fait vous avez un coût de fermeture, donc une bougie rouge, donc le prix est descendu sur la semaine. Vous avez du coup en fait un coût de fermeture qui était bien plus bas, qui a beaucoup varié par rapport au coût d'ouverture. Et une mèche, donc la mèche qui se trouve en fait ici, on peut aussi avoir des mèches qui sont très très grandes. Par exemple ici, en fait, là ce que vous voyez en fait ici, là vous avez un corps de bougie qui est assez petit, une mèche qui est un peu plus grande à ce niveau-là, et ça veut dire que du coup en fait, on a un cours d'ouverture, le prix a baissé, qui était en fait de 34 001, prix de fermeture 31 290, et en fait pendant la semaine, du coup le prix a varié du coup de la partie haute de la mèche, donc 34 227, jusqu'à 25 303. Et alors pourquoi est-ce que c'est comme ça en fait? C'est juste par rapport à l'action du prix, c'est-à-dire que en fait on peut très bien avoir une phase où lundi, mardi on a une grosse, pardon, on va récapituler. Le marché il ouvre dimanche soir, lundi matin, en fonction aussi un petit peu des horaires de la time zone dans laquelle vous êtes. Ça, on va dire que admettons ça ouvre en fait le lundi matin. Et ensuite, bah, du coup, par exemple, on pouvait avoir une grosse phase de vente, donc baissier, en fait, sur lundi, mardi. C'est-à-dire que du coup, on ouvre à ce niveau-là ici, ça baisse lundi, mardi, hop, à ce niveau-là ici. Et du coup, après, sur mercredi, jeudi, vendredi, on a un léger mouvement acheteur qui fait que du coup, le prix va remonter et va restabiliser à ce niveau-là. Et du coup, fin de semaine, quand ça ferme, on a du coup l'ouverture ici qui était à 34 114, la fermeture à 31 120 et la variation qui est allée jusqu'à 25 303 parce que pendant la semaine, vraiment de manière temporaire, vous aviez un très gros mouvement en fait baissier, enfin une très grosse pression à la vente. Donc voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. De toute façon, chaque semaine, quand on fera l'analyse technique, on expliquera un peu plus quelques notions différentes. Donc voilà pour ça. Donc là, on se trouve, comme dit, en W, donc en semaine pour analyser en fait la semaine. On pourrait très bien mettre aussi en daily, donc par jour. Donc chaque bougie représente une journée. Là, on est sur la bougie en fait du jeudi 12 janvier. Là, on est sur le vendredi. Là, on est sur le samedi. Et là, on est sur le dimanche. Elle n'est pas encore fermée parce que le dimanche n'est pas encore fini. Donc, ce qu'on a pu remarquer, c'est que, en fait, à partir du début de semaine, de dimanche, lundi dernier, en fait, le prix s'est vraiment en fait envolé pour le Bitcoin. Si on met notre petite réglette, on peut voir que du coup, sur la semaine, il a pris quasiment en fait 24% là pour l'instant au maximum. Si d'ici ce soir, il remonte pas et il recasse pas le plus haut qu'il a fait cette semaine, donc à savoir du coup 21 332, il va redescendre peut-être à peu près à ce niveau-là, et donc on sera sur une fermeture en fait à plus 22-23%. Donc là, c'est assez intéressant d'en parler parce que ça fait un moment qu'on n'a pas vu de bougie comme ça
sur le BTC. Bon, il y en avait une en mars 2022, mais c'est vrai que globalement, en fait, ce que vous voyez, c'est que depuis que il a fait un top aux alentours de 68-69 000 en novembre 2021, donc il y a quasiment plus de un an et 3-4 mois, un an et 2 mois, on est sur vraiment une phase baissière assez importante du BTC qui ne s'arrête plus, vraiment qui s'arrêtait plus. Et à chaque fois que il baissait de manière assez drastique, les gens pouvaient penser que ça allait remonter, et après ça recorrigeait, ça recorrigeait. Bref, ça c'est du marché classique. On punit les acheteurs, on punit un petit peu tout le monde, et après on repartira à la hausse, euh, peut-être dans l'immédiat, peut-être plus tard, ça on peut pas savoir. Mais en tout cas, ce qui se passe cette semaine, c'était assez important. Et puis, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, si vous suivez des comptes Twitter, ça s'est un petit peu affolé. Tout le monde reparlait de bull market, fin du pire, prenez vos profits. Alors, plein d'influenceurs, crypto-influenceurs publiaient en fait plus ou moins leurs résultats ou des résultats fake en mode ils ont fait plus 100%, plus 1000% sur des plateformes de trading crypto. Euh, on en reparle un petit peu dans la newsletter de ce soir, de demain. La psychologie, c'est super important. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment pas se laisser porter par les émotions. Euh, voilà pour ça. Donc, non, tout ça pour dire que là, il nous a fait une belle semaine, le marché crypto, à mettre en corrélation avec ce qui s'est passé aussi bah, forcément sur les marchés à côté, hein, les marchés un peu plus classiques. Le marché, c'est marrant parce que tout le monde critique un petit peu la crypto en disant que c'est volatile. Au final, c'était une semaine volatile pour tout le monde parce qu'il y a eu des variations assez importantes, que ce soit le CAC 40 qui a fait 10%, Amazon qui a fait 20%, Tesla il est aussi monté de 10, Apple il est aussi monté de 20, tu regardes, et c'est assez impressionnant de voir ces grosses bougies un petit peu dans le marché tradi. Et est-ce qu'il y a une corrélation? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a de belles couleurs qui sont mises en avant. Ouais, La corrélation, on sait qu'il y en a quand même une. Enfin, on voit que enfin, il y a certaines corrélations notamment entre le Nasdaq et la crypto. Donc, tu en vois quand même certaines. Après, c'est sûr que la volatilité, c'est quand même pas la même, pour être tout à fait honnête, c'est quand même pas la même sur un marché d'actions et sur un marché crypto. C'est, C'est pas la même, et les pourcentages de reprise ils sont quand même ils sont assez forcément importants. différents. Le marché c'est- crypto est beaucoup plus jeune, donc évidemment, quand tout part à la baisse, que sur le marché traditionnel, il va emmener le marché crypto avec. Et sur un marché tradi, vous aurez du coup moins 5%, sur le marché crypto, vous aurez moins 20%. C'est comme ça, c'est un marché qui est plus jeune, qui est plus fragile, qui est un peu plus volatile, donc évidemment, en fait, on aura des plus grosses variations. Vous aurez aussi la même chose en fait à la hausse. Donc voilà pour ça. Quand même à noter que Coinbase, bon, du coup, en fait, l'action Coinbase a bien repris en fait du coup cette semaine, hein. On a repris 60% quasiment, ce qui est assez énorme. Après avoir fait un plus bas historique à 31,71 il y a 2 semaines, et qui était vraiment en fait au fond du trou. Bon, forcément, ils prennent un petit peu en fait la baisse en fait du marché global dans Et la la. ICO n'était pas à 400, je crois, hein. Ouais, bon, après ils avaient des, ouais, 400, ouais, comme tu dis. Il y avait déjà des chiffres beaucoup plus hauts, mais voilà, ils prennent un petit peu, en fait, ils ont un peu la double punition, c'est-à-dire que ils prennent la baisse en fait du marché global, plus encore quand la crypto se casse la gueule, bah forcément ça se répercute sur Coinbase. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà pour le Bitcoin. Là, on peut revenir un petit peu sur Ethereum, donc sur la deuxième crypto, un petit peu la reine crypto, la numéro 2 en termes de capitalisation. Euh, Évidemment aussi pareil, hein, quand le roi Bitcoin en fait monte, il emmène un petit peu tout le monde avec lui. Quand il baisse, eh ben, il emmène forcément tout le monde avec lui. C'est un peu lui qui dicte la température du marché. Et bah, évidemment, pas de surprise, Ethereum a aussi pris ses 33-34% en fait sur la semaine. Sur la semaine, par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Tac. Ouais, on remarque quand même que Ethereum et Bitcoin, ils ont quand même genre une différence en termes de plus bas. Alors les plus bas, c'est quoi? C'est juste en fait les points, les moments en fait du marché où le prix jusqu'à où en fait le prix est descendu. C'est-à-dire que là par exemple vous avez un plus bas en fait de l'Ethereum qui se situe au niveau des 886. Sur le Bitcoin vous avez du coup en fait là-bas le plus bas qui est à 15 531. Et on remarque juste que l'Ethereum en fait depuis la grosse baisse, la grosse chute de juin 2022, il a quand même montré une résilience un peu plus importante que le BTC. C'est-à-dire que il est jamais
revenu revisiter en fait ce plus bas de juin 2022, alors que le BTC en juin 2022, on voit qu'il a été cassé en fait euh, à une reprise, quasiment à deux reprises, il y a quelques mois, du coup en novembre 2022. Donc ça, c'est parfois des observations qu'on peut faire un petit peu et on peut essayer de voir qu'est-ce qui va se passer sur les prochaines semaines, quel- est-ce que l'Ethereum semble un petit peu plus forte que le BTC sur un court laps de temps. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir prédire le prix futur, mais on remarque juste une tendance générale, c'est-à-dire que Ethereum commence un petit peu à se consolider par rapport au BTC. Et voilà. Il faut le mettre aussi en coloration par rapport aux fondamentaux de Ethereum. Il y a eu des grosses news en fait en 2022, malgré la baisse générale du marché, avec notamment en fait The Merge, qui a très bien fonctionné, qui se passe très bien, avec la suite de la roadmap là qui est en train La d'être mise à jour réalisée, Shanghai. qui va arriver exactement. Et Mmh. faut se dire qu'Ethereum c'est aussi un actif qui est, enfin bon, ça reste la crypto, donc ça reste forcément de base entre guillemets risqué, mais dans la crypto, Bitcoin, Ethereum, c'est quand même les deux actifs les les plus forts, les plus forts. Voilà pour ça. Voilà pour Bitcoin Ethereum. Je vais pas vous montrer de d'altcoin cette semaine. On les garde pour les prochaines fois. Un petit point juste sur le DXY qui est quand même aussi intéressant. Alors le DXY, bon, pour pas faire un live trop grand, mais juste pour vous le présenter un petit peu, pour l'introduire pour les prochaines fois, parce que c'est quelque chose que je regarde beaucoup et que beaucoup de gens étudient de manière assez importante et suivent de très près. Alors DXY en fait c'est l'indice devise dollar US, c'est-à-dire que ça représente un petit peu en fait la force du dollar par rapport aux autres devises. C'est-à-dire que plus vous le voyez monter, plus les investisseurs, les particuliers, bref un petit peu tout le monde, euh, on va avoir tendance en fait à favoriser forcément le dollar. Donc en fait il va prendre la force par rapport aux autres. Et donc quand vous voyez en fait le DXY monter, c'est-à-dire que là il prend de la valeur entre mai 2021 et septembre 2022. Si maintenant on se pose sur l'euro USD, donc sur enfin sur le change entre l'euro et l'USD, on va voir que pendant cette période, très logiquement, en fait, ça a descendu, ça a corrigé. Donc entre juin 2021 et septembre 2022, et donc effectivement, en fait, c'est ce qui se passe quoi. C'est qu'entre du coup là, même déjà un petit peu avant, janvier 2021 et octobre 2022, bah forcément on était en grosse baisse. Pourquoi? Parce que bah, justement en fait euro USD, ben si l'euro prend de la valeur, cette courbe monte. Si le dollar prend de la valeur, cette courbe descend. Et qu'est-ce que le DXY a fait pendant cette période-là? Il a pris de la valeur, donc logiquement l'euro USD euh, est descendu. Et en général, parfois, alors c'est assez fréquent qu'on voit une corrélation entre la montée du DXY et la baisse du marché crypto, parce que ce qui se dit aussi assez fréquemment, c'est que quand le DXY prend de la valeur, quand le dollar il prend de la force, on passe sur une sorte qu'on appelle un type de risque en fait qu'on appelle un risque off, c'est-à-dire que les gens vont être moins enclins à investir dans des actions et des investissements un peu plus risqués, donc ils vont rester, enfin ils vont revenir sur des actifs un peu plus sages, donc notamment des obligations américaines qui sont du coup traduites par les bons du trésor américain, etc., etc. Et quand on voit du coup le DXY monter, le dollar prend de la force, les obligations américaines prennent de la force, et on passe sur une phase un petit peu de déclin de tout ce qui est en fait classé en risque on, donc le risque on, donc classiquement tout ce qui est action, crypto évidemment, donc voilà. Et là, ce qu'on voit un petit peu là sur le DXY sur les dernières années, bah, c'est les variations et on peut du coup en fait un petit peu le mettre en corrélation avec les phases de montée et de descente des marchés à côté. Et c'est extrêmement intéressant de l'étudier. Et voilà. Voilà pour ça, voilà pour ce premier live. Je pense que ça suffit en termes d'analyse technique. Il y a beaucoup de notions, surtout pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose et qui sont complètement débutants. On va Et essayer de... moi, dis-moi. avant de terminer le live, tu voulais pas montrer un ou deux altcoins? Ou Non, c'est ce genre, que je dis avant, ça suffit, je pense, pour ce premier live, et puis on les montrera la semaine prochaine. carrément. La semaine prochaine, on va commencer à vous montrer un ou deux altcoins qu'on aime bien et qui sont un petit peu nos chouchous, et on va aussi en parler, on va aussi vous expliquer un petit peu pourquoi, et puis on fera aussi l'analyse technique dessus, on vous explique un petit peu ce qui se passe d'un point de vue fondamental et d'un point de vue technique, mais voilà, chaque semaine, on va essayer
d'argumenter, d'augmenter un petit peu plus le nombre de vocabulaire spécifiques liés au trading pour essayer de vous faire gagner en connaissances. Et comme ça, on pourra aussi partir sur des analyses avec des termes un peu plus compliqués qui seront du coup qui pourront être suivis par tout le monde. Bon, bah, écoute, hein, merci Maël pour les actualités. Merci William Merci à pour vous 2. pour la récap. Voilà, super. Bonne soirée. Bonne Bisous, soirée à bisous. tous. Salut, ciao. Ciao.